Alors, bienvenue à tous. Donc, pour cette table ronde, donc, nous accueillons plein de personnes. Thibaut, je te laisserai présenter, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est quelles organisations pour construire une IA pérenne. On peut les applaudir. Merci Grégoire. Merci Grégoire. Je me présente, je suis Thibaut Chanu, je suis partenaire chez Quantmetry. J'ai invité aujourd'hui 3 personnes et je les remercie d'être venus à cette table ronde pour évoquer le sujet de l'organisation des data fab, des data labs et l'organisation au sens plus large pour appréhender finalement l'innovation que peut représenter l'IA dans les entreprises. Alors juste en préambule, je voudrais quand même faire une petite définition de ce que moi j'entends par IA, en tout cas de ce qu'on s'est accordé avec mes 3 invités sur ce qu'était l'IA d'un point de vue métier. L'IA, c'est pas compliqué d'un point de vue métier. L'IA, c'est tout simplement une intelligence augmentée qui n'est qu'un outil d'aide à la décision 3.0. Finalement, ce n'est qu'un Excel un peu amélioré qui ne traite un volume de données que plus important qu'avant, avec des méthodologies mathématiques un peu plus complexes. Donc, grosso modo, pour des process d'entreprise qu'on cherche finalement à améliorer, au sens à les faire plus vite, mieux, plus précisément, l'IA est un autre outil, un nouvel outil finalement, pour pouvoir faire ces process mieux, plus rapidement et plus efficacement. Voilà, c'est un petit peu en préambule ce que moi je voudrais dire sur cette introduction, mais tout simplement parce que sinon on part dans des délires un petit peu d'intelligence artificielle forte, etc., ce que je ne voudrais pas forcément. Donc là, on est tout simplement sur une IA qui est un outil à la décision un peu 3.0. Ensuite, en deuxième préambule, je voudrais dire que tout simplement, l'appréhension de cette innovation qu'est l'IA pour les entreprises est naturellement variable, tout simplement parce que, et on le verra avec les 3 témoignages, les entreprises se saisissent de ce sujet à des moments différents de leur vie. Donc, on verra 3 représentants ici qui sont saisis de l'IA comme de manière un peu différente dans le temps. Et ensuite, parce que naturellement, les organisations, au fur et à mesure où elles vont faire leur mue par l'IA, elles vont avoir à mettre en place des organisations qui sont un peu différentes et donc faire face à des enjeux différents, que ce soit des enjeux humains, des enjeux techno, des enjeux d'organisation. Donc l'objectif qu'on s'est donné aujourd'hui, c'est justement de faire 3 témoignages, enfin de produire 3 témoignages pour expliquer à des phases de maturité différentes d'adoption de cette innovation qu'est l'IA, quels sont les enjeux que nos invités ont eu finalement, auxquels nos invités ont eu à faire face au fur et à mesure de l'évolution de cette maturité et de cette appropriation de l'IA. Voilà, pour ceci, j'ai invité donc Angélique Bidoverliac, merci. Maxime Benjamin, je vais les laisser se présenter ensuite. Maxime Avez, excuse-moi, je me tourne du mauvais côté. Maxime Avez et puis Benjamin Baptiste. Je vais les laisser se présenter peut-être individuellement pour qu'ils expliquent un petit peu où est leur place dans l'organisation, leur organisation respective. Puis ensuite, je reviendrai sur l'historique un petit peu de l'appropriation de l'IA dans leur organisation respective. Angélique. D'accord, je vais commencer. Bonjour à tous. Du coup, je suis Angélique Bidoverliac. Aujourd'hui, je suis au sein de la direction marketing, tout simplement parce qu'en fait, chez WeSNCF, la data est née au marketing. C'est tout simplement ça. Mon parcours, en fait, j'ai fait des études plutôt mathématiques et puis après, je suis née dans le digital et j'ai poursuivi. Et aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie gouvernance et démocratisation de la data. Alors, je vais vous présenter quand même le groupe rapidement parce que des fois, la SNCF, on ne sait pas trop. Donc, nous, on est la filiale e-Voyageurs SNCF. C'est une entité en fait, qui est le bras armé de la partie client, digital client en fait, de la SNCF. On a 4 entités que vous connaissez, c'est WeSNCF, le site, ça tout le monde le connaît, l'application. On a aussi des sites Rail européens, Rail Europe en fait, que vous connaissez un peu moins, mais en fait qui est la partie internationale. On a l'usine digitale en fait, de e-Voyageurs SNCF, qui est toute la partie technologique. Et enfin, le dernier petit nouveau, qui est l'assistant SNCF. Donc là, on va plutôt se concentrer sur WeSNCF, que vous connaissez du coup un peu plus. Et du coup, pourquoi on parle de WeSNCF ? Parce qu'en fait, nous, on est né avec la data. Et donc aujourd'hui, vous le savez, vous faites vos recherches de billets de train sur le site, voire vous achetez sur l'application. Et aujourd'hui, ça génère énormément de données. On est à peu près à 1,5 million de recherches en fait, qu'on a sur le site. Pour vous donner un peu des idées, d'ordre d'idées. Aussi, un autre chiffre que vous connaissez peut-être. On a 33 millions en fait, de trajets différents qu'on propose et on a à peu près 100 millions de billets de train qu'on a vendus l'année dernière. Quelques petits chiffres. En fait. Merci Angélique.
Benjamin, à toi peut-être. Donc Benjamin Baptiste, je suis directeur de la gestion des risques et de la data science au sein du groupe Rocket. Donc moi j'ai aussi une formation quantitative, ingénieur avec 3 branches, mathématiques, finance et informatique. J'ai commencé tout le début de ma carrière en finance de marché, d'abord à traiter les opérations sur le marché d'échange et des dérivés matières premières agricoles et énergie. Et ensuite j'ai été en charge de monter tout le contrôle et l'analyse de gestion des risques marchés et financiers au sein de Rocket. Et plus récemment, de monter l'initiative Data Science au sein du groupe. Donc moi, je dépends de la direction financière. Je vais revenir après sur pourquoi la direction financière. Et je pense que très peu d'entre vous dans la salle connaissent Rocket. Donc c'est une entreprise familiale industrielle du nord de la France qui fait tout de même un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires et un peu plus de 8500 personnes dans le monde. Donc son business, c'est de transformer la matière première, principalement blé, maïs et protéines, en ingrédients pour les marchés de la nutrition santé et de la pharma. Très bien. Maxime. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc Maxime Avez, moi je suis responsable donc, du Data Labs au Crédit Mutuel Arkéa. Donc le groupe Arkéa, c'est composé en fait de fédérations, 3 fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central, ainsi que d'une trentaine de filiales spécialisées. Alors dans les filiales, vous connaîtrez probablement Fortuneo, Litchi, Pumpkin, Budget Insight plus récemment et Max, notre assistant personnel. Aujourd'hui, donc, le Data Lab, il réside au sein d'une direction informatique. C'est historique, j'y reviendrai également par la suite. Et on a la particularité de travailler vraiment en transverse pour les entités du groupe. Alors quand je parlerai d'entités, ce sont à la fois des directions, mais également des filiales. Le Data Labs aujourd'hui, c'est une douzaine de personnes, donc 6 data scientists et 6 data engineers. De la même façon, je reviendrai un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on a mélangé ces 2 types de profils et qu'est-ce qu'on y gagne aujourd'hui concrètement. De par la nature du positionnement, on va travailler sur des sujets vraiment très divers et variés, de l'analyse de langage, de l'analyse d'image, également du coup de l'analyse de risque. Évidemment, on n'a pas attendu l'arrivée du machine learning pour faire de l'analyse de risque dans une banque. Néanmoins, ces nouvelles méthodes, ces nouveaux outils permettent de repenser un certain nombre de choses qu'on faisait historiquement. Voilà, pour une introduction très rapide. Ouais, merci Maxime. Je pense que ça serait intéressant, Angélique, tu me disais en préparation un petit peu que le SNCF, enfin e-Voyageur SNCF, excuse-moi, était un peu né avec la data, né avec le digital. En quelques mots, c'est quoi le parcours de e-Voyageur SNCF vis-à-vis de cette data? Comment est-ce que vous vous êtes petit à petit approprié ce qui n'était pas encore complètement de l'IA à l'époque en 2009 et qu'il est devenu progressivement? Alors du coup, oui, nous, on est né avec la data. Donc là, je vais parler essentiellement de Oui SNCF. On n'a que 20 ans, pour le sachez, c'est une filiale privée de la SNCF. Donc en fait, on est tout jeune. Du coup, vendre des billets de train, en fait, on a cumulé cette data et on l'a stockée. Donc on a eu beaucoup de chance. Au début, des métiers assez classiques que vous connaissez aussi, des data miners. On commençait à travailler sur cette donnée, la donnée client, faire des segmentations, des choses assez classiques, des scoring. Et enfin est arrivé le big data que vous avez certainement tous vu. Et du coup, nous, à ce moment-là, c'est plutôt l'usine digitale, en fait, qui s'est intéressée sur le taux de survie des serveurs. C'est des choses assez classiques en maintenance. Pour savoir, en fait, on a utilisé donc du coup une grosse masse de données pour savoir en fait quand est-ce que quel serveur, on a plus de 300 serveurs à peu près à cette époque-là, allait pouvoir éventuellement tomber. Donc, il fallait éviter que ce serveur tombe pour qu'on rende le service le plus optimal au client. Donc, c'est né tout simplement par la partie technique en fait de la branche. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous brassez des terras et des teraoctets de données, Voilà. des logs finalement que vos clients ou vos prospects laissent finalement via vos différentes interfaces digitales. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est commencé effectivement par les logs un peu techniques. Et aujourd'hui, la data science s'est développée au niveau du marketing, donc un peu plus tard. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, que ce soit à la fois pour le client, mais aussi pour le client interne, c'est-à-dire l'optimisation de nos processus, que ce soit pour le client externe avec des sujets de bots, par exemple, dont on parlera tout à l'heure. En tant que nouvel acteur, vous avez cette chance finalement de brasser ou de manipuler des données qui sont issues de serveurs digitaux eux-mêmes, donc avec une qualité, une accessibilité qui est peut-être un peu plus forte que dans d'autres organisations où les données viennent de serveurs différents, de systèmes IT différents. Peut-être que ça sera un peu plus ton cas. Benjamin, rappelle-nous, vous êtes un peu plus récent finalement dans cette aventure de l'IA chez Rocket. Comment est-ce que tu peux décrire cette petite historique ? Oui, tout à fait. Alors pour nous, l'aventure IA, on va dire qu'elle a démarré il y a environ une année.
avec le constat effectivement que on entendait pas mal parler autour de nous et que c'était peu utilisé parce que voilà, le cœur de métier de Rocket, c'est quand même un métier industriel et c'est ces outils de production et c'est toute la spécialisation de ces ingrédients vis-à-vis du client. Mais on s'est quand même dit que toute cette nouvelle technologie pouvait apporter quelque chose. Et en fait, l'initiative, c'est pour ça, elle est partie de la direction financière. Alors pourquoi la direction financière ? Pour 3 raisons, j'ai envie de dire principales. C'est que ça reste un endroit où on avait l'habitude de travailler de la donnée. Et notamment nous, au sein de mon métier, comme je vous l'ai expliqué initialement, qui est les risques marchés, mon collègue bancaire peut en parler, on était habitué à faire des modèles statistiques sur la gestion de risque. Donc c'est quelque chose quand même qu'on connaissait dans une moindre mesure par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. Deuxièmement, au sein de Rocket, la direction financière elle était très bien intégrée en tant que business partner et de la connaissance des métiers. Je reviendrai sur ce point après. Mais on a tout le réseau financier qui sont intégrés au sein de chacune des fonctions, au sein de chacune des GBU. Donc on a quand même une bonne connaissance du métier et qui savent bien comment appréhender les sujets et quels sont les paramètres importants. Et donc voilà, ça nous a poussé à mener l'initiative au sein de la direction financière. Donc comment ça s'est passé ? Donc ça c'est comment elle est née. Après comment on l'a construite, parce que pour nous c'est tout nouveau. Donc on a eu une phase d'idéation et d'acculturation, dans laquelle on s'est fait accompagner d'ailleurs par Quantmetry sur cette phase, mais on a vraiment réuni toutes les BU et toutes les fonctions au sein du groupe pour faire une sorte de brainstorming sur dites-nous quelles sont vos problématiques, pas forcément pour ces données, mais quelles sont vos problématiques, et on sélectionne dans lesquelles peuvent être résolues, ou en tout cas on peut vous aider par rapport à l'IA et à la data science d'une manière générale, avec toute une phase d'acculturation, parce que encore une fois dans une boîte industrielle, nous on n'est pas né avec la donnée dans les mains, loin de là, nous on est né avec des usines. Et donc du coup il fallait aussi faire la différence sur qu'est-ce qu'un reporting, qu'est-ce que de la data vis, qu'est-ce que de la data science, et quelle est la différence entre toutes ces différentes notions. Donc ça c'était la première phase, et donc on s'est fait accompagner pour définir la feuille de route. Quelle équipe aujourd'hui? Nous on va être 3 personnes en data science, donc on est loin de la taille des équipes de mes collègues à côté. Et une des premières difficultés qu'on a rencontrées, ça a quand même été la formation et le recrutement de l'équipe. Parce que justement, quand vous êtes dans un marché hyper concurrentiel où à côté de ça, il y a des gens qui sont déjà là depuis des années, faut trouver aussi un moyen d'attirer les talents. Et nous, on a plutôt joué sur la diversification des use cases et des métiers qui allaient pouvoir être traités. Chez nous, on va pouvoir faire aussi bien du marketing que de l'industriel, que de la supply chain. Voilà, donc on a plutôt joué là-dessus. Voilà. On reviendra peut-être un petit peu sur la nécessité finalement alors avec vos 2 spécificités côté Rocket, à la fois des process qui sont un peu compliqués. Tu nous diras quelques use cases que j'ai mis 5-10 minutes à comprendre déjà sur des processus autour de l'amidon, et aussi sur la nécessité, la chance ou la malchance que vous avez finalement de repartir avec une feuille de route un peu technologique, un peu vierge, parce que contrairement à e-Voyageurs SNCF, pour le coup vous avez des données qui sont issues de plein de bases de données et qu'il faut à un moment ou à un autre essayer de réconcilier de manière intelligente. Donc on y reviendra juste après dans la deuxième partie de ce témoignage. Juste de ton côté, toi Maxime, moi en tout cas chez Quantmetry, on sait que Arkéa est un historique de l'intelligence artificielle, puisque à nos toutes premières heures, je crois qu'on a eu déjà des interactions avec vous, et je crois que c'était plutôt autour de 2009. Alors, en 2009, en fait, c'est plutôt la création de l'environnement de données qui va être le support justement de toutes nos analyses. Donc, Arkéa a été pionnier dans l'adoption justement des technologies du big data, avec notamment la mise en place d'un data lake sur Hadoop on-premise. Et donc, en fait, c'est bien là la genèse en fait de toute la constitution de cette équipe, puisque en 2015, a été créé le Data Lab dans le but justement d'accompagner les différentes entités du groupe dans l'exploitation de ces technologies du big data. En 2016, assez rapidement, au final, après, on a souhaité proposer ce même type d'accompagnement sur les sujets de data science et de machine learning. 2017, c'est ce qu'on appelle maintenant l'année d'époque, c'est-à-dire que dans justement l'adoption de l'IA par les entreprises, il y a un moment où effectivement il faut réussir à créer un momentum autour de ces sujets d'intelligence artificielle, de faire comprendre aux différents métiers pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à aller utiliser ce genre de technologie.
Cette phase de momentum passée, on a dû mettre en production aussi les premiers sujets. Donc, heureusement, de par la structure de l'équipe, on avait aussi du coup les data engineers qui ont permis du coup de mettre en production ces modèles. Par contre, on a été confronté effectivement à une architecture qui n'existait pas vraiment parce que autant on avait effectivement cet environnement big data, donc c'est ce socle technologique. Néanmoins, quand il faut industrialiser du machine learning, il y a d'autres technologies à utiliser, d'autres infrastructures et architectures à mettre en place. Et donc, ça a été le challenge du coup en 2018. 2019, le challenge est vraiment un challenge de passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on passe de la production, et on distingue bien le passage de production en production de certains sujets, à un mode d'industrialisation. Et quand on parle d'industrialisation, c'est justement travailler un certain nombre de normes de développement, de définir du coup des architectures types sur des projets de machine learning. C'est également capitaliser sur un certain nombre de sujets qui peuvent être très transverses, c'est-à-dire justement travailler sur des sujets d'interprétabilité des scores de machine learning, travailler sur de la documentation, travailler sur le monitoring de tous ces modèles. Et donc là, on est vraiment plus dans un enjeu du coup d'industrialisation de tous ces processus-là. Alors, on fait un peu écho à la première table ronde de Grégoire ce matin sur le cycle de vie des modèles. J'espère que vous avez participé. En tout cas, c'est exactement, je dirais, l'étape de maturité dans laquelle vous êtes. Et on voit bien, du fait de la concordance entre la thématique de Grégoire et puis ce que tu nous dis, que voilà, vous êtes quand même un petit peu à la pointe de ce que nous, on peut voir, en tout cas chez Quantmetry, chez nos clients, déjà en adressant déjà cette problématique de cycle de vie des modèles. De ton côté, en préparant cette table ronde, Angélique, moi j'ai été rapidement très intéressé par finalement toute l'organisation que vous avez mis en place pour animer un petit peu les équipes, enfin ce que vous appelez les feature teams, tu vas nous expliquer, et comment est-ce que vous avez été plutôt moderne dans les manières de manager finalement des profils qui sont variés, en vous inspirant évidemment de l'agilité du digital, puisque vous êtes né par le digital, donc vous, la méthode agile, c'était un peu dans votre ADN. Tu peux nous en dire un peu plus sur aujourd'hui, comment est-ce que vos feature teams sont animés, de quoi elles sont composées, est-ce qu'il y a des machine learning engineers ? Alors effectivement, nous, du coup, on est vraiment poussé par notre usine digitale qui a mis en place ces fameuses feature teams. Alors je pense que vous le connaissez tous, mais je peux rapidement rappeler ce que c'est. L'objectif, c'est de mettre en commun en fait des compétences différentes. Donc on met à la fois des développeurs, on met à la fois des créatifs qui sont animés par un product owner en fait qui va définir son produit et qui va se dire voilà, on mélange toutes les compétences, on est autonome et en fonction de l'objectif qu'on se définit, on va y arriver. Un exemple tout simple que vous allez voir, c'est notre bot. Vous le connaissez tous certainement. Il y a un PO qui est dédié et à l'intérieur, il y a des développeurs, il y a des UX qui en fait travaillent sur ce sujet. C'est ça une feature team. Pourquoi en fait ? Alors ça, c'est les feature teams, on va dire, qui ont été créés déjà initialement. Nous, on était vraiment convaincus que ça allait marcher en fait avec la data science, avec toutes les parties d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que finalement, un algorithme, c'est quoi ? C'est un produit. Donc en fait, vous pouvez tout à fait définir un objectif hyper clair, des KPI hyper clairs, et du coup, vous mettez dans cette même équipe un PO data. Donc là, déjà, il y a un nouveau métier c'est qu'il fallait qu'il y ait une personne du métier qui comprenne quand même un petit peu les enjeux data, mais quand même, il fallait que ce soit drivé par le métier. Donc une personne du métier qui va dire, voilà, moi j'aimerais qu'on travaille sur optimiser un pain point, par exemple, ça, j'en sais rien, mais je vais vous donner un exemple hyper concret. On fait des enchères en fait sur Google, et du coup l'objectif c'est d'optimiser les enchères médias que je vais mettre sur Google. Donc ça c'est le métier. Donc le métier il connaît très bien Google, il connaît très bien les métiers de l'acquisition, mais il ne sait pas comment faire un modèle d'enchère en fait. Ça c'est beaucoup trop technique. Donc on y met à la fois des data scientists, on y met à la fois des ingénieurs dev. Et ce qui est hyper important, c'est qu'il faut aussi que pour aller jusqu'à l'industrialisation, on en a parlé aussi là, il faut avoir tous les outils en main pour aller jusqu'à en fait l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il faut donc mettre des personnes qui savent comment je vais faire des enchères sur Google, donc des personnes de l'acquisition. Et en fait, cette équipe-là, elle est née, elle fonctionne bien, elle a un objectif, on optimise au fur et à mesure. Et en fait, des nouveaux métiers sont arrivés, comme le machine learning engineer. Naturellement chez nous, alors on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait on a une personne qui venait de la technique, en fait on va dire en tout cas un ingénieur dev, qui lui a eu une appétence sur les modèles mathématiques et donc du coup s'est retrouvé naturellement à aller vers ce profil-là. Mais on n'a pas toujours ce type de profil dans l'entreprise et donc parfois c'est pas toujours, il faut parfois les former. Nous on a eu la chance de l'avoir à la maison en tout cas. Comment tu décrirais finalement de votre côté la fiche de poste classique d'un machine learning engineer, une espèce de à moitié entre un data engineer et un data scientist, c'est ça ? Ouais, en fait c'est celui qui va vraiment aider à l'industrialisation parce que ce qu'il faut savoir c'est que
on fait pas de l'intelligence artificielle pour s'amuser en fait. Enfin, si on peut en faire pour s'amuser, mais évidemment, mais on fait pas ça pour faire plaisir. On va vraiment faire ça pour que demain il soit industrialisé. Et donc du coup, lui, il est vraiment le rouage entre la partie data scientist et jusqu'au développement des ingénieurs dev qui vont pouvoir accélérer l'industrialisation. Alors, moi, je le définis comme ça, mais peut-être qu'il y a d'autres définitions. Non, mais je pense qu'on n'est pas loin. Enfin, on pourrait en faire une table ronde au complet. Voilà. On est persuadé chez Quantmetry de la naissance et je dirais quasiment tout le monde, tous les data scientists vont devoir s'appeler machine learning engineer. Pourquoi ? Parce que finalement, du POC in vitro qu'on avait à traiter à partir de l'année 2016-2017, parce qu'on faisait que des POC, aujourd'hui on fait quasiment plus de POC. On est tout de suite en mode industrialisé. Et donc si on est en mode industrialisé, il faut que le data scientist ne soit pas que quelqu'un qui travaille un petit peu hors sol, mais il faut que le data scientist commence à travailler sur une matière qui soit déjà liée avec les systèmes d'information en place et donc la nécessité d'être lui-même aussi complètement compétent dans tout le pipe de données, la création du pipe de données, la compréhension de ce pipe de données et aussi la compréhension du cycle de vie des modèles derrière. Donc finalement, le machine learning engineer est finalement le data scientist de demain en quelque sorte. Il n'y aura plus de pur data scientist au sens mathématique où on l'entend, mais finalement il ne pourra être que aussi machine learning engineer. Et aussi un autre truc important qu'on a chez nous, du coup on a plein d'équipes un peu dispersées. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de... C'est pas hiérarchique en fait. Les data scientists et les dev ingénieurs sont mis dans les équipes par produit. Donc on a plusieurs équipes en fait qui font des produits IA. Et du coup, ce qu'on fait aujourd'hui maintenant, c'est qu'on accélère le fait que les équipes tournent entre elles pour pouvoir en fait travailler sur différents sujets et du coup aussi augmenter leurs compétences différentes. Et leur connaissance transverse du dataset et du patrimoine de données pour pouvoir l'utiliser au mieux finalement en fonction des différents use cases. Moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant que vous fassiez régulièrement. Il y a une temporalité sur cette rotation ou est-ce que c'est un petit peu au gré des différents projets ? Des opportunités. Là, typiquement, c'est un ingénieur dev qui vient juste de basculer d'une équipe marketing à une équipe produit parce qu'ils allaient travailler sur la data client. Et du coup, il y a une connaissance à avoir, il l'avait. Donc, c'était la personne idéale. Et donc, naturellement, spontanément même, elle dit « Je veux travailler avec cette nouvelle équipe ». D'accord, super. On abordera peut-être le make or buy juste après, parce que je vois que ces sujets déjà nous laissent filer les minutes de ton côté. Enfin, côté Rocket, plutôt, on a identifié un point qui, moi, me paraît extrêmement intéressant. En tout cas, c'est un point que je constate systématiquement à chaque fois qu'on est en accompagnement de certains clients, c'est la proximité des métiers. Finalement, il ne peut pas y avoir de data scientist à partir du moment où il y a une décorrélation finalement de la data science vis-à-vis de la connaissance métier, vis-à-vis de l'impératif métier. Là-dessus, tu m'évoquais, tu me décrivais quelques use cases, même si ce n'est pas ceux-ci qui vont être lancés, mais je trouvais que c'était intéressant finalement de repartir de ça parce que ça montrait que la plupart du temps, en tout cas pour notre auditoire, la plupart du temps, les use cases peuvent être basés sur des process qui sont extrêmement complexes et qui ne peuvent être expliqués aux data scientists que par des gens qui les manipulent tous les jours. Effectivement, chez nous, la proximité des métiers, et c'était vraiment un point important. On ne voulait pas du tout faire de la data science pour de la recherche ou pour de l'art, comme ça a été exprimé par Angélique, mais vraiment pour répondre à une problématique métier. Et une des plus grosses problématiques qu'on a chez Rocket, je reviendrai après sur l'aspect un peu plus technique, mais c'est la problématique de forecast. Et encore une fois, on ne nous a pas demandé d'améliorer les forecasts juste pour dire « Ah bah c'est bien, on a été précis », mais c'est parce que dans une entreprise industrielle, tout part du forecast de vente. Du forecast de vente va en déduire le plan industriel et le plan de charge des usines et des ateliers. Et du plan de charge des ateliers, on en déduit aussi la matière première qu'on doit acheter. Donc des mauvais forecasts, ça met vraiment des difficultés dans toute l'organisation et évidemment, ça a des conséquences économiques. Et donc quand on va créer des modèles qui vont chercher à améliorer, c'est une des premières choses qu'on a fait nous en use case, améliorer la qualité de ces forecasts, il y a un réel besoin de connaissance du métier, de qu'est-ce qui va être impliqué et qu'est-ce qui est important dans ce forecast, des conséquences que ça peut avoir. Et c'est là aussi où la connaissance transverse qu'on a pu avoir dans la gestion des risques financiers, dans la gestion du risque et de la marge a eu son intérêt. Et donc on avait vraiment le besoin de créer cette équipe proche du métier. Et donc le deuxième point, c'est que on a des process industriels, encore une fois, et on s'est dit que jusqu'à présent, on avait toujours travaillé plutôt par l'aspect recherche et plutôt par l'aspect théorique à venir améliorer typiquement nos rendements de nos processus industriels. Et là, l'idée, c'était d'aller un cran plus loin. Et d'aller un cran plus loin en intégrant du coup de l'intelligence artificielle en plus
de la connaissance théorique pour aller chercher les quelques petits points de rendement qui pour nous représentent des millions d'euros. Donc il y a vraiment un enjeu ROI fort, parce que quand on parle effectivement, il faut démontrer la valeur qu'a la data science, c'est autant s'attaquer à des endroits où il y a vraiment un retour sur investissement important. Et là, quand on parle de réactions chimiques, de fermentation, de choses, d'hydrogénation, process que personnellement je ne maîtrise pas à 100%, mais on a vraiment besoin d'être ancré dans le métier et de comprendre l'aspect théorique pour arriver à l'optimiser. Donc c'est vraiment tirer le meilleur de la théorie et des nouvelles technologies IA pour aller chercher le petit plus qui nous manque aujourd'hui. Oui, je trouve que c'est une conviction que je porte assez régulièrement sur le fait que plus les process sont compliqués, plus les ROI sont importants, mais plus il va falloir se lier au métier pour les comprendre et pour bien s'insérer et pour que l'intelligence augmentée fasse effectivement son effet. Et moi qui suis, on va dire, un peu nouveau dans ce monde de la data science, j'ai pas 10 ans d'expérience, j'ai remarqué aussi un point qui est très important et où la connaissance des métiers aide beaucoup, c'est dans la création du feature engineering. En fait, il y a beaucoup de la qualité des modèles qui proviennent du feature engineering et pour créer ces bonnes features, il faut des gens qui connaissent le métier. Super. Maxime, tu disais juste dans ton intervention précédente que vous aviez commencé à accélérer un petit peu dans cette année 2019 qui est l'ère de l'industrialisation. Alors, pour accélérer, il faut aussi avoir des gens pour finalement pouvoir piloter un petit peu tous les modèles que soit vous avez développés en POC et qui sont industrialisables, soit que vous avez envie d'industrialiser, soit qui sont industrialisés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chez Groupe Arkia, vous avez une véritable usine pour produire des gens qui sont capables de toucher à toute cette matière qu'est l'IA et qu'est la data. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, des gens qui sont capables, on en a. L'enjeu sur 2019, ça a été d'en former notamment un plus grand nombre, parce que on le voit au travers des autres interventions, c'est que et je l'apprends, je pense à personne dans cette salle, un projet de data science, il nécessite un triptyque de compétences que sont la statistique, l'informatique et les métiers. Nous, au niveau du positionnement du Data Lab, puisqu'on a un positionnement qui est différent, puisqu'on est rattaché du coup à une direction informatique, on va apporter les deux compétences que sont donc l'expertise sur la partie computer science et l'expertise plutôt sur la partie statistique. Donc pour aller travailler cette compétence métier, c'est dans la façon dont on va collaborer avec les métiers qu'on essaye justement de nous imprégner, on va dire, de ces problématiques métiers, mais aussi de faire comprendre du coup aux métiers avec lesquels on travaille quels sont du coup les enjeux des projets de data science et quelles sont leurs spécificités. On a lancé du coup pour ça en janvier 2019 un programme, ce qu'on a appelé du coup le programme data, qui s'est déroulé en 3 grandes phases. La première grande phase, c'était des meet-ups au sein du groupe. On a fait 4 meet-ups. Donc, des meet-ups, ce sont des mini-conférences d'1h30, au travers desquelles on a présenté les différents métiers justement de la data. Alors, on parle de data scientist, data engineer en général. On parle de product owner data. On parle de data ambassador. L'idée, c'était vraiment de sensibiliser, et puis les métiers existants, c'est-à-dire les métiers de data miner, de data analyst, de statisticien. L'idée, c'était en 1h30 de sensibiliser les gens du groupe au fait qu'il y a plusieurs métiers lorsqu'on parle de traitement de la donnée. Évidemment, c'est pas en 1h30 qu'on va faire une présentation plus aboutie de ce qu'on peut faire avec le machine learning. Donc c'est pour ça qu'on avait proposé du coup une deuxième phase à ce programme, une phase qui consistait du coup à faire de la formation d'une journée en interne pour que les collaborateurs qui étaient intéressés pour aller un petit peu plus loin sur justement qu'est-ce que je peux faire concrètement du machine learning dans mes métiers. Et donc là, c'était une formation d'une journée qui a été dispensée à 70 collaborateurs. La première phase, on a formé, on a sensibilisé en tout cas environ 400 collaborateurs. Et la dernière phase de ce programme-là, donc c'est une phase qui est un petit peu plus sélective, c'est-à-dire que l'idée c'était aussi de pouvoir accompagner, suite à la deuxième phase, donc à la sensibilisation des personnes du groupe sur ce que peut faire le machine learning, c'était de pouvoir accompagner les personnes qui souhaiteraient éventuellement se reconvertir en tant que data scientist ou ML engineer. Et donc c'est un programme qu'on a lancé en partenariat avec Télécom Paris. Et donc là, on a 4 collaborateurs du groupe qui suivent un programme de formation toute l'année, justement pour pouvoir une certification dans les métiers de la data science. Donc là, c'est vraiment une vraie volonté du coup d'aller infuser ces sujets et aller aussi former des data ambassadors qui seront capables du coup d'identifier des use cases et d'échanger du coup avec les experts de machine learning. Pour pouvoir finalement faire face au flot de demandes et de besoins que vous allez avoir, et surtout pour pouvoir identifier le sujet. Il est certes que quand on a identifié
identifier un use case, qu'on puisse s'appuyer sur le bon métier, mais on est sûr aussi et on sait que les métiers ont plein d'idées et pourraient avoir plein d'idées pour exploiter cette intelligence augmentée dans leur propre processus, mais que pour le coup, des data labs centralisés ont beaucoup de mal à identifier, et donc comment pouvoir positionner à tous les endroits de la société des data ambassadors qui savent à la fois les potentialités des technologies ML et aussi qui connaissent bien leur métier pour voir comment marier les deux et pouvoir finalement donner des augmentations de processus plus importantes. Juste, l'heure tourne, mais je voulais qu'on décrive un petit peu ce que tu m'avais évoqué, Angélique, sur le make or buy. Parce que finalement, quand on est un data lab, un data fab, on a en matière d'organisation plusieurs scénarios qui s'offrent à nous. Soit finalement, on arrive à trouver des solutions de marché qui font ce que le use case a envie qu'on fasse, soit finalement, on fait nous-mêmes, c'est-à-dire on demande aux équipes internes de développer quelque chose qui existe peut-être. C'est quoi vos grands principes, votre politique finalement sur ce sujet? Parce que la question est souvent posée. Alors déjà, nous, on est une boîte, on aime bien faire nous-mêmes, faut le savoir, ça fait partie de notre ADN, mais on est pragmatique. On sait que le marché bouge beaucoup et qu'à un moment donné, il y a des métiers, en fait, en tout cas, je vais prendre l'exemple du métier de data miner qu'on a quand même cité, où à un moment donné, en fait, typiquement, moi, j'avais un cas très particulier, c'était sur les ciblages dans les newsletters. C'est un métier où, au bout d'un an et demi, la personne s'ennuyait. Elle en avait marre de faire ça, des comptages, des extractions de fichiers, etc. Donc là, on s'est dit, on a rencontré une start-up à l'époque qui était TinyClues, qui fait de l'IA, mais plein de modèles d'affilée. Donc on s'est dit, pourquoi pas, testons le truc. Donc pragmatique, on a pris cette start-up, on l'a testé, on a fait un A/B test, on a regardé ce qu'il faisait en termes de ciblage versus ce qu'on faisait un humain, et on a regardé qui c'est qui gagnait. Et le gagnant a été TinyClues. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Et en fait, on l'a implémenté complètement sur cette partie-là. En fait, chez nous, c'est elle qui fait tous les scorings en fait d'appétence de nos clients. Et la personne sur les ciblages qui, au bout d'un an, me disait j'en ai marre de faire des extractions, des comptages, etc., s'est concentrée sur d'autres sujets qui étaient en fait de faire des analyses un peu client poussées, de travailler un peu sur des réflexions stratégiques, sur des bascules un peu plus, on va dire, avec un mindset un peu plus intéressant que de faire du comptage, en tout cas sur des sujets stratégiques ou sur des études clients un peu plus poussées. Et du coup, ça nous fait quand même réfléchir à chaque fois. C'est quand on a en fait nous-mêmes, en fait, ce qui se passe, c'est que quand nous-mêmes on crée un algorithme en interne, on essaye toujours de voir si sur le marché il n'y en a pas un meilleur et on fait de l'A/B test. Et s'il y a un meilleur, on accepte du coup de prendre cet outil, évidemment à condition qu'on a un ROI derrière. Et du coup, il y a aussi une conduite des changements à avoir, à opérer avec les data scientists, parce qu'il faut leur expliquer que c'est pas parce qu'en fait on prend un outil du marché qui va faire ça et que c'est qu'ils sont moins bons, c'est juste que l'outil est plus performant avec peut-être plus de puissance, etc. Et donc on va les amener sur d'autres sujets qu'il va falloir développer avec eux. Et ça, c'est pas toujours facile, parce qu'en fait, ils ont souvent peur que ces nouveaux outils prennent leur métier. Mais en fait, sachez que nous, on le fait et ça pose aucun problème, il suffit juste de leur expliquer. Oui, en fait. Aux bornes des data scientists, il y a des data scientists qui travaillent pour TinyClues. Et effectivement, mais eux, ils ont une armée de data scientists. On n'enlève pas du travail aux data scientists. C'est ça. Mais eux, ils ont une armée et nous, on n'a pas cette armée. Donc, à un moment donné, il y a des sujets, faut être beaucoup plus pragmatique et autant qu'on les mette sur d'autres sujets sur lesquels les outils ne peuvent pas aller au-delà de ce que nous, on peut faire, en fait. Voilà. Merci. Benjamin, de ton côté, tu te morfondais quand on préparait cette réunion sur le fait que vous n'aviez pas encore de plateforme data. Moi, je te disais que c'était une chance d'être Greenfield parce qu'on n'avait pas l'historique d'un écheveau d'IT, de big data. Et d'ailleurs, là-dessus, Angélique était plutôt en phase. C'est quoi votre approche sur cette nouvelle plateforme que vous allez probablement mettre en place? Parce que finalement, c'est un enjeu fort quand on est tout juste nouvel arrivant sur cette innovation. Oui, tout à fait. À aujourd'hui, effectivement, c'est quand même une étape qui nous manque. On est encore à l'étape du POC qu'on cherche justement à industrialiser pour démontrer la valeur de cette nouvelle initiative. Parce que, comme on l'a dit, on attend beaucoup. Il y a un gros engouement au sein de la société pour les sujets de data science, mais à nous d'apporter les exemples concrets. Et il faut savoir que voilà, on n'est pas du tout né avec la data partout. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de systèmes hétérogènes chez Rocket, et en plus des systèmes qui sont changeants parce qu'on a un vieux système principal qui est en train de changer pour mettre SAP.
un des leaders sur le sujet. Donc ça fait un environnement très mouvant dans lequel c'est assez compliqué de travailler parce que quand on crée un POC sur un modèle, on sait que 3 mois après, la donnée qui a été extraite, de toute façon, elle va changer de système, elle va être dans un autre format. Donc il est assez urgent pour nous de mettre en place un data lake, mais par contre, on veut essayer de le faire de manière très pragmatique, c'est-à-dire de focus, et je crois que je l'ai entendu ce matin dans le sujet sur le cycle de vie des modèles et oui, sur de la gouvernance de données, pardon. C'est pas possible de tout revoir d'un coup. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait identifier nos use cases principaux et mettre d'abord au sein de ce data lake les données les plus essentielles aux use cases, typiquement chez nous, tout ce qui était lié aux commandes et à nos produits, etc., sur lesquels on se base pour nos forecasts par exemple. Dans un premier temps, et qu'on allait aussi en profiter pour faire toute l'étape de gouvernance de la donnée qui manque aussi chez nous aujourd'hui, de bien la décrire, donc tout ce qui tourne autour du data dictionnaire, on a parlé des product owners ou des référents data. Donc on veut vraiment faire ce travail, mais petit à petit, j'ai envie de dire use case par use case. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qui est manquant aujourd'hui et qui devrait nous aider. Et c'est vraiment un des objectifs de l'année. Une approche petit pas à petit pas, qu'on avait déjà éprouvé dans d'autres innovations de type digital. Exactement. Que nous, on cautionne parfaitement aussi chez Quantmetry. Et c'est vrai que s'atteler tout de suite à une gouvernance globale de toutes les données d'une entreprise, aussi petite soit-elle, parce que finalement, c'est pas parce qu'on n'est pas une multinationale de 300 000 salariés que très rapidement le patrimoine des données ne devient pas complètement inextricable. Juste pour finir, un des derniers enjeux, parce que moi il m'est cher, on voit de plus en plus, et en plus ça peut intéresser probablement beaucoup de personnes dans la salle qui vont se projeter un petit peu dans un data fab. Aujourd'hui, au niveau de maturité d'Arkea, comment est-ce que finalement vous allez proposer un catalogue de services en tant que data fab au reste de la boîte? C'est quoi votre stratégie finalement pour dire il ne va pas y avoir que les data scientists au sein du data fab Arkea, il y en aura partout ailleurs accolé au métier pour être proche du métier, mais on restera quand même un centre d'expertise, c'est le terme que tu as utilisé, Maxime. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le centre d'expertise, il a pour vocation à travailler sur 2 volets. Être un support technologique, ce qui semble un petit peu évident, c'est-à-dire qu'on a effectivement des experts en machine learning qui vont pouvoir travailler typiquement sur des problématiques de natural language processing, par exemple, mais on a également un support méthodologique. Donc, c'est-à-dire, on a des entités dans le groupe qui ont des degrés de maturité différentes. Certaines, on va les accompagner sur justement des ateliers d'idéation, justement pour faire émerger du coup de nouveaux sujets. Il y a d'autres entités du groupe qu'on va accompagner sur du conseil. On parlait tout à l'heure nous, on a représenté ça sous une forme de matrice de make or buy or repeat. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, l'objectif n'est pas de tout développer en interne. Je reviens un petit peu sur ce que disait Angélique tout à l'heure. L'objectif, c'est de choisir nos combats déjà, ceux qu'on va vouloir vraiment développer, identifier aussi les bons partenaires. Quand je dis les bons partenaires, ce sont les bons prestataires, mais également les fintech, puisque aujourd'hui le secteur bancaire est confronté du coup à une émergence importante de fintech, de regtech, mais également du positionnement des GAFA qui viennent proposer aussi des solutions d'IA as a service. Et l'idée, c'est que en ayant justement un recul en tant qu'expert de ML, c'est de pouvoir justement donner aussi un avis sur justement la partie expertise. Parce que évidemment, ce sont les directions métiers qui vont définir leurs besoins, parce que on ne fait pas l'IA est un moyen et pas une finalité, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, du coup, c'est très bien, on peut donner un avis sur effectivement une solution de façon à ce qu'elle réponde à un enjeu métier. Par contre, l'évaluation et le fait de soulever le capot, c'est justement aussi une des missions qu'on a et sur laquelle on est sollicité et qui est pas forcément évidente de prime abord. Alors, pour moi, il y a des facteurs clés de succès sur la mise en place d'un data labs ou d'un data fab. C'est justement d'avoir des modes de travail qui permettent d'être au plus proche des métiers, mais également du coup de s'assurer d'avoir une certaine disponibilité. Parce que effectivement, quand une fintech va venir voir un métier, il va y avoir un discours commercial évidemment qui est assez bien rodé, mais l'idée derrière, c'est aussi de sensibiliser sur d'accord, ce discours commercial, mais au final, il va quand même falloir aller constituer ce jeu de données là. Et on sait intrinsèquement que c'est la constitution de ce jeu de données qui va prendre plus de temps. Donc c'est de donner aussi un petit peu
un avis critique. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de tout redévelopper en interne, parce qu'on a vu aussi bon nombre de fintech et de startups qui ont des solutions géniales à proposer et qu'on est ravis justement de pouvoir intégrer également. Une sorte de centre d'expertise qui sera support d'expertise finalement pour le reste de mini data fab qui serait déployé dans tous vos métiers ou toutes vos filiales. Exactement, et surtout l'enjeu, c'est aussi de pouvoir capitaliser sur les sujets qui seraient faits dans telle ou telle filiale, parce que en ayant une visibilité sur les différents sujets, et bien tout simplement quand une filiale développe l'idée, par exemple, je prends l'exemple, c'est on ne va pas développer autant de moteurs de fraude qu'il y a de filiales, et l'idée c'est aussi de pouvoir capitaliser là-dessus, et en tant que justement centre d'expertise, on peut aussi orienter les différents interlocuteurs. Ok, super, merci beaucoup. Je vois qu'on est arrivé au terme de cette table ronde, il est 16h30. Je voulais laisser 5 minutes peut-être avant de conclure de questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit depuis le début? Ah, je vois là-bas juste Antoine, je vois une main qui se lève, je sais pas, au fond. J'avais une question. Oui, c'est bon, ça marche, allez-y. J'avais une question par rapport aux organisations. Donc, j'ai bien compris l'idée d'un data lab ou d'un data fab central avec des data scientists organisés par feature. Ces data scientists qui sont dans les différentes feature teams, d'un point de vue hiérarchique, vous les rattachez à qui? Alors, je peux laisser soit la parole à Maxime, soit à Angélique. Bon, je vais commencer. Alors, nous, on a un manager data scientist qui, lui, a pour vocation à s'assurer que les méthodologies sont les mêmes, nous, ils sont rattachés à une personne, mais hiérarchiquement, mais ça ne veut pas dire grand-chose en fait quand on est en feature team, parce que son objectif à lui, il va être de les faire monter en compétences, il va s'assurer que les modèles sont utilisés, mais il ne va pas faire en fait. Et du coup, fonctionnellement, on va dire c'est bien les feature teams qui drive sa to-do quotidienne. Chez Arkia, on a aujourd'hui avec l'organisation donc de 12 personnes, ces data scientists me sont rattachés donc du coup aux Data Labs. Voilà, là, je pense que ça répond assez facilement à la question. Et en fait, on est en train de mettre en place aussi un mode d'organisation un petit peu matriciel où justement on a des référents sur les différents métiers du groupe avec lesquels on va travailler, mais également des référents horizontaux sur typiquement le sujet de fraude, les moteurs qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà. Je ne sais pas si je reformule un petit peu votre question, mais au sein des métiers, les data scientists seront bien rattachés finalement au métier, en opposition avec le data lab group qui est rattaché lui au groupe. Ça répond à votre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, merci Antoine. J'ai une autre question concernant justement l'organisation en fait, des projets une fois que la mise en production a été faite. Quel est le rôle du data lab dans le maintien en conditions opérationnelles des solutions d'IA que vous mettez en place dans l'entreprise? Peut-être Maxime ou Angélique, pareil, on est sur les deux organisations qui sont à ce niveau-là de maturité. C'est très intéressant que finalement tout le monde... Alors, dans l'accompagnement des équipes justement qui vont pouvoir prendre le relais sur du run, donc c'est de rester aussi quand même en contact de support niveau 2, parce que évidemment, on a développé les modèles, on ne va pas non plus le laisser complètement partir dans la nature, mais ça fait aussi partie de l'acculturation, c'est-à-dire qu'il y a aussi un aspect acculturation des équipes IT qui vont suivre après aussi le suivi des modèles. Donc dans la livraison de ce qu'on va mettre en place, c'est de s'assurer que les équipes IT qui vont suivre ces modèles-là soient aussi sensibilisées, formées, et que derrière, on puisse être aussi en accompagnement de niveau 2 sur ces équipes. Expertise de création, mais expertise de support aussi. Alors, et nous, du coup, c'est en feature team. Chaque feature team a son run. C'est aussi simple que ça. Le run, c'est pas centralisé dans un endroit, sinon l'équipe qui centraliserait ça chez nous, ce serait un peu compliqué, elle ferait que ça. Du coup, chaque feature team a un pourcentage dans ses sprint planning qui est réservé au run, et le reste, c'est en mode projet, on optimise l'algorithme, on en fait de nouveau. Donc ça veut dire que les data scientists qui sont, je ne sais pas si ça existe, des data scientists qui restent plus de 4 ans dans une même entreprise, mais ça veut dire qu'eux, ils ont plus de 4 fois 10% de leur temps qui est dédié à tous les modèles qu'ils ont produits pendant les 4 dernières années. Le run ne se fait pas forcément par les data scientists. Oui, en tout cas, la feature team. Voilà, en fait, tant que tout fonctionne bien, j'ai envie de dire, le run, il n'y a pas de sujet. Le sujet qu'on a, nous, c'est le jour où il y a un problème, où l'algorithme plante. Et ça, c'est le vrai sujet, c'est quand il va falloir investiguer. Donc oui, nous, on a été confrontés à des gens qui étaient partis. Et du coup, la maintenance de l'algorithme peut être complexe par manque de documentation, parce que le métier n'a pas repris le sujet. Enfin, bon, ça peut évidemment arriver. Parce que aussi, un algorithme a un cycle de vie. Et donc, à un moment donné, il faut aussi accepter
que cet algo qu'on a utilisé il y a 5 ans, on n'en a plus besoin. Et donc, du coup, il est mort et on passe à un autre algo. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte, je pense, dans la table ronde précédente, que le cycle de vie se terminait forcément par la mort. Il faut accepter que des algorithmes, il n'y a plus de besoin client, ou du moins on l'a traité différemment, et voilà. On a le temps peut-être de prendre d'autres questions. Je ne sais pas, Antoine, tu es le timekeeper. Je te laisse décider si oui ou non on a encore une petite question. Oui, c'est bon? Des candidats aux questions? Oui. Je vais me lever parce que je ne veux pas faire courir Antoine partout. Merci. Alors, c'est une question un peu ouverte. Tout à l'heure, Maxime, vous parlez des offres d'IA as a service des GAFAM. Comment est-ce que vous voyez le métier de data scientist ou machine learning engineer vis-à-vis de ces solutions qui vont bientôt être proposées, je sais pas, dans 5-10 ans par les GAFAM? Alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on considère effectivement ces services-là parce que, encore une fois, notre objectif, c'est pas de réinventer la roue. Maintenant, ce qu'on a pu observer, c'est que les solutions proposées, elles répondent à des problématiques qui sont assez génériques. Donc, pour les besoins sur lesquels on nous sollicite en interne et qui ont besoin de solutions assez génériques, on va les envisager. Après, dans la matrice de choix justement qu'on a, il n'y a pas uniquement l'aspect, on va dire, time to market, il y a aussi l'aspect coût, parce qu'il faut aussi considérer cette IA as a service, elle a un coût qui est parfois non négligeable. Donc voilà, ça va rentrer dans nos critères de choix, mais voilà, on va faire la distinction entre le time to market, le temps à investir pour justement développer cette fonctionnalité, et en quoi est-ce que c'est différenciant aussi pour nous. Typiquement, si je vais parler de problématiques de catégorisation en termes de NLP, voilà, pour ne citer que un Google disposera de données et d'une force de frappe justement sur des données de ce type-là, qui sera, on va dire, autre que celle qu'on pourrait développer chez Arkia. Voilà. Angélique, peut-être. Oui, ça a fait écho en fait à quelque chose que nous on a voulu développer. Il y a une équipe bot, ce que je vous ai dit, une feature team dédiée, et en fait ils ont décidé de tout mettre la connaissance de la création de bots en open source. Et donc du coup les développeurs ont créé TOC, du coup qui est utilisé. Pour la petite histoire, on utilise notamment TOC, donc voilà. Voilà, par beaucoup d'entreprises pour créer eux-mêmes une clé en main, un bot en fait sur le conversationnel. Et donc en fait, ce qui est intéressant, et là nous les développeurs, en fait, c'est ce côté aussi, je prends de l'open source, mais en fait je développe aussi pour mettre à disposition en fait ces briques-là. Moi, je pense que c'est, pour répondre à votre question et pour donner un petit peu aussi ma pierre à l'édifice de votre question, je pense effectivement que le data scientist ne doit pas réinventer systématiquement l'eau, et de plus en plus il sera un peu constructeur à partir de modèles existants, même si aujourd'hui, moi je suis complètement d'accord avec Maxime, la plupart des algos qui sont mis à disposition par les GAFA ils sont extrêmement génériques, et quand le contexte commence à devenir précis, ils ne marchent plus. On voit les reconnaissances vocales marchent très bien dans le cadre de discussions quotidiennes, mais par contre, quand on prend le cas, par exemple, nous on l'a eu dans une mission d'interaction entre une tour de contrôle et un pilote, et là d'un coup Google ne reconnaît plus rien, mais quand je dis plus rien, c'est à peine 3% des interactions, parce que tout simplement le vocabulaire utilisé n'est plus du tout le même, donc finalement tout le moteur d'entraînement ne marche plus du tout. Donc pour certains use cases, on peut repartir de ça. Pour des process plus complexes, nous, on s'aperçoit que c'est pas forcément bénéfique. Et par contre, quelques briques open source qui sont, elles, beaucoup plus contextualisées, peuvent parfois mieux marcher et peuvent être le point de départ d'une construction d'un algorithme plus large. Donc je dirais, de plus en plus, vous allez probablement être des constructeurs de Lego. Ouais, puis je pense que, juste pour ajouter quelque chose là-dessus, il faut voir aussi quelle confidentialité vous avez sur le process que vous voulez attaquer. Encore une fois, si je reprends notre cas, nous, nos process, ils sont brevetés, etc. On ne peut pas se permettre de prendre quelque chose de générique et développer. Donc là, on a la nécessité de faire du développement en interne. Super. Antoine me fait signe que c'est la fin. Je vois les équipes de Caisse des dépôts qui sont juste en train de se préparer pour prendre notre suite. Merci à vous trois pour ces débats que j'ai trouvé intéressants. Et puis, je vous encourage à rester, parce que je crois que les speakers suivants sont tout aussi intéressants. Enfin, je l'espère. Merci bien.